Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mardi 12 décembre. Les États-Unis d'Amérique accentuent la pression sur les parties au conflit à l'est de la RDC pour obtenir progressivement la désescalade. Un cessez-le-feu des 3 jours a été imposé. La RDC salue cet engagement. Le pays demande aussi au Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais. À l'international, le Niger s'apprête à commercialiser son pétrole. Le général Abdourahmane Tiani annonce pour janvier cette commercialisation. Bienvenue à tous. La RDC salue l'engagement des États-Unis d'Amérique à instaurer le cessez-le-feu au Nord Kivu. Le gouvernement congolais promet de respecter ses engagements et appelle le Rwanda à retirer ses troupes sur le sol congolais. Lundi, la Maison-Blanche a appelé au cessez-le-feu. Selon un communiqué de la présidence américaine, un cessez-le-feu de 72 heures, soit 3 jours, a été mis en place pour faciliter le retrait des forces négatives qui ont occupé la cité de Mushaki au Nord Kivu, entre autres. Suivez. Le calme qui s'observe actuellement sur le théâtre de la guerre au Nord Kivu est-il dû aux mesures de confiance mises en place lors du voyage de la directrice du renseignement américain Avril Haines le 19 et 20 novembre en RDC au Rwanda et de ses entretiens ultérieurs avec le président Tshisekedi et Paul Kagame du Rwanda? La Maison-Blanche est convaincue des retombées de sa démarche diplomatique. La cessation des hostilités est un pas dans la bonne direction. La RDC respectera ses engagements comme d'habitude et espère que cette fois-ci, le Rwanda respectera les siens, notamment en retirant effectivement ses troupes de notre territoire, a réagi le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Lundi, à la mi-journée, la Maison-Blanche affirme que les forces armées et les groupes armés non étatiques ont cessé les combats pour faciliter le retrait des forces qui occupaient la localité de Mushaki et la route qui relie Roué-Kichanga. Les États-Unis d'Amérique, qui ont exprimé leur soutien au processus régional de la recherche de la paix, semblent vouloir forcer la main aux parties prenantes à la crise en RDC afin d'imposer la paix entre les rebelles du M23 et les autorités de Kinshasa. La RDC et le Rwanda ont exprimé leur soutien à la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 72 heures pour faire avancer la mise en œuvre de mesures de confiance visant à protéger les civils et à désamorcer les tensions dans l'est de la RDC, lit-on dans le communiqué de la Maison-Blanche qui ajoute que le gouvernement américain utilisera ses services de renseignement et ses ressources diplomatiques pour surveiller les activités des forces armées et des groupes armés non étatiques pendant les cessez-le-feu. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a présenté la situation de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité de l'ONU. Les échanges se sont déroulés autour de l'actualité des élections à venir, le retrait de la force régionale d'Afrique de l'Est, l'escalade militaire et ses conséquences sur le plan humanitaire et sécuritaire. Rachel Missinga. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, a présenté ce lundi 11 décembre devant les conseils de sécurité le rapport du dernier trimestre de l'année sur la situation en République démocratique du Congo. Les relations entre la RDC et le Rwanda exacerbées par l'activisme du M23 soutenu par Kigali sur le sol congolais. La chef de la MONUSCO a souligné qu'il y a des risques d'escalade militaire entre les deux pays voisins. Les tensions entre la RDC et le Rwanda restent également très vives et les risques d'escalade militaire entre les deux pays demeurent importants malgré les efforts régionaux et internationaux d'apaisement des tensions, a-t-elle indiqué. Elle a par ailleurs félicité le gouvernement d'avoir officiellement interdit toute relation de FARDC avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. Les rebelles de FDLR constituent le principal faux prétexte du Rwanda pour garder sa présence à tout moment dans l'est du Congo. Ces Hutus-Rwandais qui ont traversé en RDC en 1994 lors du génocide menacent la sécurité du Rwanda d'après les autorités rwandaises. Ces dernières accusent Kinshasa de collaborer avec le FDLR. Pour calmer les tensions, le FARDC ont officiellement interdit en novembre dernier aux militaires congolais de nouer tout contact avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. À quelques jours du scrutin présidentiel en République démocratique du Congo, la persistance de l'insécurité dans l'est du pays préoccupe au plus haut rang le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Cette inquiétude a été portée lundi 11 décembre par la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, dans ses rapports qu'elle a portés devant le Conseil de sécurité. La République française, à travers son représentant au Conseil de sécurité de l'ONU, Nicolas Rivière, appelle la communauté internationale à poursuivre son soutien au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. C'était lors de son intervention à la réunion du Conseil de sécurité de ce lundi 11 décembre axée sur la situation sécuritaire au Congo-Kinshasa. La France a aussi appelé le Rwanda à cesser tout soutien au M23, mais aussi la RDC à mettre fin à son soutien supposé au FDLR. Fiston Léco pour les détails. Merci, Monsieur le Président. Nicolas Rivière avance que la France dit prendre note des avancées du processus électoral et des efforts de la Commission électorale nationale indépendante pour organiser des élections crédibles dans les délais. Elle encourage toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts pour permettre des élections apaisées. La sécurité et le respect des libertés publiques seront déterminants. Nous appelons toutes les parties prenantes à s'abstenir de toute violence et des discours de haine, peut-on lire dans le site de la représentation française au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les élections qui profilent à l'horizon en République démocratique du Congo se préparent dans un contexte de tensions sécuritaires dans la partie orientale du pays. Ainsi, Nicolas Rivière fait savoir que la France est préoccupée par ces tensions, appelant pour ce faire le M23 à cesser son offensive, à se retirer et à se cantonner. Pour ce qui est du Rwanda qui soutient les activités armées du M23, la France appelle le pays de Paul Kagame à mettre un terme à son soutien au M23 et à la présence des soldats sur le territoire congolais. Les FARDC sont également invités à cesser toute collaboration avec les FDLR. Toujours sur le plan sécuritaire, la France qui s'est dit être disposée à œuvrer avec les parties prenantes dans le sens d'un retour au processus diplomatique de Luanda et de Nairobi, a salué aussi les efforts réalisés par les autorités congolaises et la MONUSCO pour finaliser les plans de désengagement conjoint de la mission. Une résolution de la mise en œuvre du plan de désengagement a été déjà proposée aux membres du Conseil de sécurité par le pays d'Emmanuel Macron. Proposé par la présidence péruvienne de ce Conseil. Et puis, écho de campagne électorale en vue de la présidentielle de 2023, ce mardi, le candidat Félix Tshisekedi a atterri en Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental. Son étape du Grand Kasaï devrait le conduire à Mweneditu, Kabea-Kamanga, Chikapa, Lodja et Kananga. Adolphe Muzitu, lui, est à Bunia, Martin Fayoulou est à Bumba et à Gemena dans l'espace Grand Équateur. Moïse Katumbi reste au Congo central pendant que Denis Mukwege est au sud Kivu et Constant Mutamba est arrivé à Kabinda dans la province de Lomami. À moins de 10 jours des élections générales combinées du 20 décembre prochain, Antipas Mbusa Nyamwisi appelle la population congolaise à voter massivement pour le candidat numéro 20, ticket de l'Union sacrée de la nation. Le ministre congolais de l'intégration régionale affirme que grâce au président Tshisekedi, la paix revient petit à petit à Beni et Butembo, deux villes situées au nord de la province du Nord Kivu, en proie aux exactions des forces négatives, dont le très dangereux groupe terroriste ougandais ADF. Suivez cet extrait qui a été choisi par Dieudonné Boinali. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, cette région subissait des massacres de tout genre, des pressions sécuritaires de tout genre, et malheureusement, le pouvoir passé n'était pas très engagé à mettre fin à ça. Et ça, c'est un euphémisme, je peux dire plus, mais je n'ai pas envie de polémiquer. Au moins, je sais que l'actuel président, celui pour lequel nous faisons la campagne maintenant, n'a jamais été impliqué dans l'organisation d'un quelconque problème dans la région sécuritaire. J'ai pensé qu'il pouvait contribuer, si on le lui expliquait très bien, à mettre fin à ça. On essaye de le faire petit à petit. Les choses s'améliorent, mais je pense qu'elles devraient s'améliorer davantage. Vous voyez que maintenant, c'est lui qui tient le langage des Wazalendo. Ça devient le premier Mouzalendo du pays. Et ça, c'est le langage de cette population, de cette région. Donc, il va devoir organiser toutes les énergies disponibles pour mettre fin aux attaques des voisins
par divers mécanismes. La candidate députée nationale numéro 377 de la circonscription de la Tchangou, Liliane Bibombe Oseka, a communié avec sa base de Kinkole dans la commune de la Sélé. Le numéro 377 de la Tchangou a demandé aux fils et aux filles de la Sélé de porter sa candidature au scrutin du 20 décembre prochain afin qu'il soit leur représentant au Parlement. Par cette même occasion, comme une bonne mère de famille, elle n'a pas manqué d'apporter son soutien à sa base qui lui a réservé un accueil très chaleureux. Rachel Misenga et Giscard Tamba étaient là présents. La candidate députée nationale numéro 377 de la circonscription de la Tchangou, maître Liliane Bibombe Oseka, a communié avec sa base de Kinkole dans la commune de l'Ansele. C'est dans une ambiance très chaleureuse que maître Liliane Bibombe Oseka s'est retrouvée parmi le sien. Entonnant de chansons et cris de joie, ils ont une ovation, Liliane Bibombe, alors qu'elle faisait son entrée dans la salle. Ayant pris la parole devant ses électeurs, qui l'écoutaient avec grande joie, la candidate numéro 377 de la Tchangou a demandé de porter sa candidature au scrutin du 20 décembre prochain afin qu'elle soit la représentant au Parlement. Comme une bonne mère de famille, elle n'est pas venue le main vide pour soutenir ces hommes et ces femmes venus l'écouter. Elle a apporté des cadeaux. Très heureux de cette visite, ils n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. C'est pour cela que je maman bateki na batata batekaka pour voter maman massivement avec assurance parce que biso tolingi développement na mboka na biso baoya kalawa na tebi ke tolemi makambo yango. C'est pour cela na bengisi base na ngai nyonso marché mobimba na mobiliser bango pote. L'infatigable maître Liliane Bibombe a ensuite rendu visite à quelques femmes de l'Ansele. Partout où elle passe, elle apporte toujours un soutien matériel, mais plus, elle motive ses interlocuteurs de ne pas baisser les bras et d'agir avec toute conscience. Très heureuse de cette visite de leurs candidates favoris, elles n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Merci, donc maman Liliane a si prendre biso. Bazo ye belé bazo le kaelo côté. Mais maman penda si passer biso surprise en nene. Yo ka si prendre biso, tozi moi la tozi bassin. Ba promesse belé mais maman Liliane a si prendre biso c'est biso surprise. Yango to sepeli azala toujours liboso azwa 377 abana na ngwende na ye. Abanga te biso tuna sima maman Liliane. To beba na Kinkole, aveni Sele, aveni Mongafula, ato aveni Mongafula, bana plaza Makanza. Bino nyonso boza na sima maman Liliane. La numéro 377 a promis de ne jamais lâcher la main de sa base. Autre chose, à présent, le 12 décembre, le monde célèbre la Journée internationale de la couverture santé universelle sous le thème de la santé pour tous. Cette journée est pour sensibiliser et améliorer l'efficacité des services sanitaires à tous les niveaux du système de santé. La santé doit être un droit pour tout le monde, a déclaré le docteur Francis Mwamba, médecin à l'hôpital militaire de garnison du camp Badia Dingui. Patience Lokeke et Francine Moukeba. Le monde célèbre la Journée internationale de la couverture sanitaire universelle. Célébrée le 12 décembre de chaque année, cette journée a pour objectif de sensibiliser à la nécessité de compte sur des systèmes de santé solides et sur une couverture santé universelle. Avoir l'accès équitable aux services santé, la qualité des services de santé offerts et la protection financière.
Pour le docteur Francis Mwamba, médecin de son état, la couverture sanitaire universelle, qui est une accessibilité de soins de santé dont un être humain a besoin, peu importe son rang social, où et quand ils en ont besoin, sans qu'il ne risque de se ruiner financièrement. En définition, la santé universelle, d'autre part, on parle de couverture santé universelle, qui est une accessibilité aux soins de santé dont chaque personne a besoin, peu importe son rang social, sa situation géographique et à quand elle en a besoin, sans considération de l'aspect financier. De cela, on peut dégager 3 dimensions de la couverture santé universelle. Nous avons ce qu'on appelle la couverture de la population. Deuxièmement, nous avons la couverture des services de santé, bien sûr. Et enfin, troisièmement, nous avons la protection financière. Pour progresser concrètement vers la couverture santé universelle, il suppose d'abord et avant tout les défis majeurs auxquels le système de santé doit répondre pour que tout le monde puisse disposer de santé solide et résilient. Pour ce qui est du rôle du système de santé, c'est la prestation des services, la création des ressources, financement et gestion administrative. La couverture sanitaire universelle est avant tout un choix politique qui fait passer la santé de la population en premier. Préparatifs des festivités de fin d'année à Kinshasa, une grande partie de la ville n'est pas encore décorée. Les grandes artères de la ville-province de Kinshasa sont envahies par les affiches de candidats. Une situation qui inquiète quelques Kinois qui s'interrogent sur le déroulement des festivités de fin d'année. Patience Lokeke et Rachel Misenga. La ville-province de Kinshasa se prépare peu à peu pour les festivités de fin d'année. Les décors se plantent petit à petit. Les décorations et les jeux de lumière sont déjà visibles sur certains acteurs de la ville-province de Kinshasa. L'on peut voir le sapin, des jeux de lumière et d'autres accessoires de décoration pour égayer ces moments de fête. Mais le constat fait sur terrain est que certains endroits autrefois qui revêtaient la belle robe festive pendant cette période restent jusqu'à présent oubliés. Parmi ces grands acteurs, il y a la place de la gare centrale, les sites de Kitambo qui se sont transformés en un espace de meeting pour les candidats. Une situation qui inquiète quelques Kinois qui, lors de fêtes de fin d'année, aiment y passer du temps et prendre des photos en famille. Éviter bana ba ofete nini bana ba message trop dans la gare centrale to éviter so ba teki so pesa kaka ba bongisela biso bana da ba message à gare centrale bana ba tuna ka mama gare centrale siko ya boito ya ndeni ba photo ka isa bana abala ba ya robina ba zo sepela ka gare centrale bon gare centrale no mona ka ndenge zo bana pe sous forme te pour parce que bana ba feta ka ba le 25 ngo ka minute bana mo fete ndenge ne zo bana sous forme na ko ba photo bana ki ko sepela na minute mo bana ba sepela za te poto o comprendre sur gare centrale ndenge ko biso pe to yebite soki bateki so eza mpe ka ndenge ezalaka gare centrale po décoration eza te eloko monte elakisa kende yebela baki koka bafoto bamwinde babilo basalela bango eza te soki toyeba siko formule ekomi. Les festivités de fin d'année est un moment de jouissance dont la nécessité d'embellir ces espaces. En sport, l'international congolais Chancel Mbemba a été classé dans le meilleur 11 de l'année de la Confédération africaine de football à l'occasion de la cérémonie CAF Awards 2023 qui s'est déroulée à Marrakech, au Maroc, dans la soirée de lundi 11 décembre. Cette nouvelle a été très bien accueillie par l'opinion sportive congolaise. Blest Kouzola. Le défenseur congolais de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba Mangoulou, est classé parmi les 11 meilleurs footballeurs africains le plus performants au CAF Award 2023 tenu ce lundi 11 décembre 2023 au Palais du Congrès de Marrakech au Maroc. Le capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo figure dans l'équipe type africaine suite à ses belles prestations avec le Foncéen, entre autres en Ligue 1 française, en phase de groupe de la Ligue de
champions de l'UEFA ainsi qu'en Ligue Europa. Parmi ces 11 meilleurs, l'on retrouve le portier André Onana, Achraf Hakimi, Chancel Mbemba, Kalidou Koulibaly, Thomas Partey, Zambo Anguissa, Mohamed Kudus, Sofiane Amrabat, Sadio Mané, Victor Osimhen et Mohamed Salah. Au lendemain de cette nouvelle, l'opinion sportive congolaise a réagi quant à ce. C'était prévisible de voir Chancel Mbemba figurer dans l'équipe type de l'année. Vu la saison qu'il nous a sorti, il est mérité amplement. Il est mérité vraiment. Pour moi, ce n'est pas un secret de Polichinelle. Donc, ce n'est pas une surprise. Je savais que Chancel Mbemba doit être parmi les nominés. Courage à Chancel Mbemba. C'est aussi un très bon exemple pour nos jeunes joueurs de s'inspirer de leur aîné Chancel Mbemba, de s'inspirer de sa discipline, comme lui-même a l'habitude de le dire. Boulot palais. Au cours de la saison passée, Chancel Mbemba a marqué 5 buts en 38 matchs et a aidé son équipe l'OM de finir en 3e position du championnat d'élite française. C'est pour la première fois qu'il se retrouve dans l'équipe type de la CAF. Il a noté que le Nigérian de Naples, Victor Osimhen, a remporté les ballons d'or africains devant l'Égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, mais aussi le Marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Les Super Eagles succèdent à la superstar sénégalaise Sadio Mané. Le milieu de terrain d'Al Hilal d'Égypte, Persito, a raflé le prix Interclub Player of the Year, récompensant le meilleur joueur africain évoluant sur le continent devant l'attaquant congolais Fiston Kalala Mayele et les Namibiens de Mamelodi Sundowns Peter Chalulile. Place à présent à la page internationale. « 10,6% de la population du Cameroun, soit 2 940 807 personnes, sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë au cours d'un point de presse sur les résultats de l'analyse du cadre harmonisé des zones à risque et d'identification des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle d'octobre-décembre 2023. Le ministre de l'Agriculture, Gabriel Mbairobe, a indiqué que de nombreux mécanismes ont été mis en place pour limiter les effets de l'insécurité alimentaire. Blaise Kouzola. Au Cameroun, 10,6% de la population, soit environ 3 millions de personnes, sont confrontées à une situation alimentaire aiguë. Selon les résultats donnés par le ministère de l'Agriculture le 11 décembre 2023 sur l'analyse du cadre harmonisé pour la période allant d'octobre en décembre 2023, l'on observe une dégradation de la situation alimentaire dans 10 départements situés dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest à cause des attaques et conflits internes, de la sécheresse dans le Logone et Chari et les Mayo-Sava, des inondations dans la Benoué et les Mayo-Rei. En soutien aux producteurs locaux affectés par la crise en Ukraine, fournisseur à 43% des engrais au Cameroun, le ministre de l'Agriculture a fait l'annonce en avril 2023 d'une subvention de 14 milliards de francs CFA en engrais. Malgré les efforts fournis par les gouvernements et les stratégies d'adaptation développées par les ménages, le prix des engrais reste toujours à la hausse. Pour y faire face, le ministre appelle à un plus grand investissement du secteur privé dans les secteurs agricoles. D'ici à août 2024, le gouvernement camerounais entend suivre les conséquences de choc climatique sur la sécurité alimentaire, l'évolution de produits des intrants agricoles. Pour rappel, le Cameroun est considéré comme le grenier agricole de l'Afrique centrale. Et puis je l'avais annoncé en titre, la commercialisation du pétrole brut nigérien sur le marché international débutera en janvier prochain, a annoncé le général Abdourahmane Tiani, chef du régime militaire qui dirige cet État sous sanction régionale depuis le coup d'État de juillet dernier. Encore une fois, Blaise Kouzola. Le transport de brut est en cours jusqu'à l'océan Atlantique et en janvier prochain, nous pouvons espérer les premières sorties de barils du brut nigérien, a affirmé le général Abdourahmane Tiani dans un entretien à la télévision publique.
Sur les 90 000 barils produits par jour qui seront acheminés vers le Bénin, le Niger touchera 25,4% des recettes, soit celle de 22 860 barils par jour, a-t-il précisé. Le pétrole brut sera acheminé depuis Agadem dans le sud-est jusqu'au Bénin voisin par un oléoduc géant mis en service début novembre par le premier ministre civil nommé par les militaires Ali Mahaman Lamine Zeyn. Les frontières entre le Niger et le Bénin sont fermées depuis l'application de lourdes sanctions régionales imposées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, en réaction au coup d'État du 26 juillet dernier. Grâce à cet oléoduc long de près de 2000 km, le Niger, l'un des États les plus pauvres du monde, pourra écouler pour la première fois son brut sur le marché international via le port de Sémé au Bénin. Au total, 6 milliards de dollars ont été investis, dont 4 milliards de dollars pour développer le champ pétrolier et 2,3 milliards de dollars pour la construction de l'oléoduc, selon le gouvernement nigérien. Ces investissements ont permis de porter la production pétrolière du Niger à 110 000 barils par jour, dont 90 000 barils doivent être exportés. L'or noir est extrait de la China National Petroleum Corporation, la CNPC. Le Niger raffine depuis 2011 quelques 20 000 barils par jour, essentiellement du gazoil et de l'essence à Zender dans le centre-est du pays. Le général Tiani a également annoncé la construction d'une seconde raffinerie avec l'appui des partenaires extérieurs sans donner des détails sur le projet. Officiellement, le réserve du Niger tourne autour de 2 milliards de barils, a-t-il déclaré. Selon les projections officielles, le pays produira 200 000 barils par jour en 2026. Vous informez, c'est également à travers la presse parue ce mardi à Kinshasa, place à la revue de presse. Et pour épulcher les différents journaux parus ce mardi à Kinshasa, nous recevons ici Blest Kouzola. Bonsoir Blest. Bonsoir Patrick Lunga et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Nous allons déjà commencer avec cette nouvelle. Le ministère des Sports refuse la demande de location du stade de Martyrs pour le meeting de Martin Fayoulou pour le compte de la campagne électorale. En effet, Patrick Lunga, c'est le média en ligne actualité.cd qui en parle aujourd'hui. RDC, le meeting de campagne de Martin Fayoulou n'aura plus lieu au stade des Martyrs sur décision du ministère des Sports. L'équipe de campagne de Martin Fayoulou, candidat numéro 21 à la présidentielle du 20 décembre prochain, annonce que la demande de location du stade de Martyrs de Kinshasa pour la tenue du meeting de son leader a été refusée par le ministère du Sport et Loisirs. À raison de ces refus, nous sommes contraints de délocaliser l'événement, écrit Jean-Marc Kabunda, responsable de communication numérique. Dans sa correspondance du 11 décembre adressée au directeur de campagne de Fayoulou, le ministère des tutelles indique que le stade des Martyrs de la Pentecôte ne pourra pas accueillir cette activité à la date demandée, soit le 17 décembre prochain, étant donné que les travaux d'inspection sont en cours dans cette enceinte en vue de l'organisation des Jeux africains de 2027. Ce, à la suite, dit le ministère, de la visite du Conseil de l'Union africaine qui doit s'effectuer du 12 au 19 décembre 2023. Le camp Fayoulou considère ces arguments comme dépourvus de fondement et suscitant des inquiétudes quant à une possible entrave à la campagne de leur leader à Kinshasa. Nous restons déterminés à surmonter ces obstacles et à poursuivre notre engagement pour un processus démocratique équitable, conclut Jean-Marc Kabunda. Et puis on va parler insécurité à l'est de la RDC. Les États-Unis saluent un cessez-le-feu, le cessez-le-feu de 72 heures. En effet, Patrick Lunga, c'est le média en ligne encore une fois de plus, 7 sur 7 qui le titre ce matin. Insécurité dans l'est de la RDC. Les États-Unis d'Amérique saluent le cessez-le-feu de 72 heures
convenu par les partis en conflit. Les FARDC et les groupes armés non étatiques opérant dans la partie est de la République démocratique du Congo se sont accordés sur un cessez-le-feu de 72 heures à partir du lundi 11 décembre 2023 aux alentours de midi. C'est ce qui ressort de la déclaration d'Adrienne Watson, porte-parole du Conseil national de sécurité américaine, rendue publique ce lundi 11 décembre 2023. Une démarche qui vise à faciliter les retraits des forces occupant la localité de Mouchaki et la route RP 1030 qui contient Kilowire et Kichanga. Ce cessez-le-feu intervient quelques jours après le passage de la directrice du renseignement national Avril Haines le 19 et 20 novembre dernier en RDC et Rwanda et de ses engagements ultérieurs avec le président congolais Félix Tshisekedi et le Rwandais Paul Kagame. L'RDC et le Rwanda ont exprimé leur soutien à la proposition américaine de cesser le feu de 72 heures pour faire progresser la mise en œuvre de mesures de confiance visant à protéger les civils et à désamorcer les tensions dans l'Est de la RDC en proie à l'insécurité. Le gouvernement américain promet d'utiliser ses ressources en matière de renseignement et diplomatie pour surveiller les activités des forces armées et de groupes armés non étatiques pendant ces cessez-le-feu. En outre, les États-Unis restent favorables à la reprise des discussions de Nairobi et de Luanda qui visent à remédier aux facteurs actuels et historiques qui perpétuent cette crise. Et puis on va terminer par cette triste nouvelle, 15 personnes sont mortes après des pluies diluviennes à Bukavu, nous sommes dans le sud Kivu. En effet, Patrick Lunga, ça s'est donc passé dans la ville de Bukavu et Radio Okapi.net l'a titré ce matin. Bukavu, de fortes 15 morts à la suite d'une forte pluie dans la commune d'Ibonda. De fortes pluies qui se sont abattues sur la ville de Bukavu la nuit des dimanches à lundi 11 décembre 2023 ont provoqué 15 morts et occasionné des dégâts matériels dans la commune d'Ibonda. Ce bilan a été présenté ce mardi 12 octobre par le gouverneur de la commune d'Ibonda. Ces personnes ont trouvé la mort dans l'écroulement de leur maison durant cette forte pluie. Ces maisons étaient construites sur des sites impropres. De 15 corps tirés des décombres au lendemain de cette catastrophe par les jeunes mobilisés pour la circonstance figurent des membres d'une même famille habitant l'avenue Ruzizi numéro 3 au quartier Ndendere. Leur maison a été engloutie par un monticule de terre. Du côté des Panzi, une femme et ses 2 enfants sont également morts, ensevelis par les décombres du mur de la maison voisine qui s'est écroulée au cours de la même pluie. Ces pluies ont aussi occasionné des inondations dans le quartier Nyalukemba sur l'avenue Luziba. Les constructions anarchiques constituent la principale cause de ces drames, soutiennent les services de la commune. Le chef des quartiers invite les administrés à la prudence et c'est mardi 12 décembre, une messe d'action de grâce a été organisée ou dite à la paroisse Mater Dei avant l'inhumation des victimes dont les frais ont été pris en charge par la commune d'Ibonda. Merci Blest, que les âmes des illustres disparus reposent en paix, que la terre leur soit légère comme on dit. Fin de cette revue qui vous a été présentée par Blest Kuzola. Et c'est par ici que nous bouclons aussi le journal, mais avant de le boucler complètement, je vais vous en rappeler les 2 principaux titres. Les États-Unis d'Amérique accentuent la pression sur les partis au conflit à l'est de la RDC pour obtenir progressivement la désescalade. Un cessez-le-feu de 3 jours a été imposé. La RDC salue cet engagement. Le pays demande aussi au Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais. Et puis à l'international, vous l'avez suivi, au Niger, le Niger s'apprête à commercialiser son pétrole. Le général Abdourahmane Tiani annonce pour janvier cette commercialisation sur le plan international.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.